Recrudescence de violences sexuelles liées aux conflits armés. Dans les statistiques publiées par plusieurs sources nationales et internationales, ont mis en lumière une situation particulièrement alarmante. Le président de la République est revenu sur la communication qu'il avait faite lors de la 50e réunion du Conseil des ministres et les directives précises et fermes données aux institutions concernées par la mise en œuvre de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. Ces instructions visaient à traduire en actions concrètes notre engagement collectif pour la tolérance zéro face à l'impunité des crimes sexuels, conformément aux 6 objectifs du quinquennat 2024-2028, en particulier ceux relatifs à la paix, à la dignité humaine, à la gouvernance et à la sécurité nationale. Dans ces cadres, les informations qui lui sont parvenues font état de progrès significatifs, notamment l'élaboration et la validation de la feuille de route actualisée de forces armées de la République démocratique du Congo, l'adoption du deuxième plan d'action de la police nationale congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles, la mise en place par la coordination présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, du plan de suivi et de renforcement de la ligne verte 122, outil essentiel d'alerte et d'assistance aux victimes. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle de nos institutions de répondre aux attentes légitimes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. Le président de la République a tenu à cet égard à féliciter chaleureusement les FARDC, la police nationale et la coordination présidentielle pour ces réalisations structurantes et pour leur engagement constant en faveur de la protection et de la dignité des victimes. Afin d'assurer une mise en œuvre effective et durable de ces initiatives, il a enjoint à chaque ministre des tutelles concernés ainsi qu'à la direction de son cabinet de mobiliser sans délai les ressources financières nécessaires en vue de permettre aux institutions impliquées d'atteindre pleinement leurs objectifs. Il est impératif que ces moyens soient alloués et exécutés avec célérité afin de consolider les acquis et de garantir un suivi régulier et rigoureux des résultats, a insisté le président de la République. À cet effet, il est institué sous son autorité une task force permanente placée sous la coordination de la coordonnatrice présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes. Cette task force réunira périodiquement les représentants des institutions concernées en vue d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des engagements pris et d'assurer la cohérence institutionnelle des interventions sur le terrain. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre et chef du gouvernement est quant à elle revenue sur la nécessité de continuer à respecter la procédure de la chaîne des dépenses publiques par les membres du gouvernement, et ce, dans l'objectif d'exécuter les instructions du président de la République, notamment sur la nécessité de protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes et de se conformer à une série de mesures pour assurer à notre monnaie nationale, le franc congolais, une stabilité sur le marché des changes. Ces résultats traduisent la détermination du gouvernement à maintenir la stabilité macroéconomique soutenue par une politique monétaire crédible et cohérente conduite par la Banque centrale du Congo. Toutefois, cette amélioration conjoncturelle ne pourrait se consolider qu'en faisant preuve de rigueur budgétaire constante. La stabilité de notre monnaie et la confiance de nos partenaires reposent sur le respect scrupuleux de la chaîne de la dépense publique et sur une coordination étroite entre la politique budgétaire et la politique monétaire. La Première ministre a tenu à souligner que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2024 a consacré le manuel revisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense publique. Ces documents constituent une référence commune. Il définit avec précision les étapes de la dépense publique, à savoir engagement, liquidation, ordonnancement et paiement fondés sur le plan d'engagement budgétaire et le plan des trésoreries. Le respect de ces règles ne relève pas d'une formalité administrative, mais d'une exigence économique.
C'est ce qui permettra au gouvernement de consolider les gains récents du franc congolais, de maîtriser l'inflation et de préserver sa crédibilité auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de nos autres partenaires. Tout engagement non planifié ou dépense hors circuit affaiblit la trésorerie et compromet les réformes de gouvernance financière que nous avons entreprises. Sur un autre chapitre, la Première ministre accorde une importance particulière au bon fonctionnement des services publics, lesquels supposent les paiements réguliers des frais de fonctionnement conformément au budget alloué. Il est tout aussi essentiel de veiller à la prise en charge effective de toute autre dépense engagée dans les respects de procédures légales afin d'assurer la continuité de l'action publique et d'éviter tout déséquilibre dans la mise en œuvre de politiques gouvernementales. La Première ministre a conclu en disant compter sur l'engagement et la rigueur des membres du gouvernement pour consolider les acquis récents, maintenir la stabilité financière et garantir la réussite du programme d'action du gouvernement. Ainsi, elle a demandé au vice-premier ministre du budget de veiller à la stricte exécution du plan d'engagement budgétaire et au ministre des Finances de s'assurer que les paiements s'effacent exclusivement selon le plan de trésorerie en fonction de la disponibilité réelle de ressources. Sur un autre chapitre, la Première ministre a fait le point du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est ainsi qu'elle a présidé au nom du président de la République, le jeudi 23 octobre 2025, la cérémonie des signatures de la Convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et les consortiums sino-congolais Development Zone, la convention qui porte sur l'extension et la modernisation de la ville de Kinshasa, orientée vers une urbanisation maîtrisée, planifiée et équilibrée dans sa globalité. Le projet s'étendra sur 430 km² et couvrira plusieurs zones d'activité économique, notamment des zones industrielles, des zones agro-pastorales, résidentielles, administratives, commerciales, ou encore disposera d'une base logistique. La Première ministre a tenu à souligner que la réussite de ce projet transversal est tributaire de l'engagement collectif et de la collaboration nécessaire entre les membres du gouvernement concerné, la ville de Kinshasa, ainsi que les organes techniques du gouvernement directement impliqués. À cet effet, elle a invité le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, à lui fournir dans les meilleurs délais une feuille de route mettant en exergue toutes les étapes critiques à la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les responsabilités directes qui incombent à chaque partie prenante pour en assurer un suivi efficace. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'esprit de la population est demeuré globalement calme et a été marqué par l'évolution des faits sur la ligne de front et la situation humanitaire dans les territoires occupés, l'attente de l'issue des discussions de Washington et l'effectivité du cessez-le-feu décidé à Doha, ainsi que les débuts de la baisse effective de prix de biens et services consécutivement à l'appréciation du franc congolais face à la devise étrangère, le dollar. Au plan politique, la vice-ministre a fait état de la résurgence des crises au sein des institutions de quelques provinces avec risque d'extension dans d'autres. Il s'agit entre autres de provinces de Maïndombe, de Lomami, du Kwango. Dans certains cas, les causes sont essentiellement liées à la gouvernance et au mécanisme des fonctionnements des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire des exécutifs provinciaux, et dans d'autres cas, les différents rapports de service font état des influences de certains leaders politiques et chefs des partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces. De ces faits, le ministère de l'Intérieur envisage de réunir tous les chefs des partis aux fins de les inviter à privilégier la stabilité des institutions provinciales pendant cette période critique où la nation demeure confrontée à une crise sécuritaire dans sa partie orientale. Abordant le chapitre du banditisme et de la criminalité, la vice-ministre a informé les conseils que des actes de braquage et attaques par des criminels enregistrés ces derniers jours, dont les cibles ont été des agences financières, les régies financières, les magasins et dépôts dans Lubumbashi et d'autres agglomérations.
Tenant compte de ces tendances haussières, à l'approche de fin d'année, le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières a pris les dispositions nécessaires pour répondre à ces fléaux. Ici est d'indiquer que la plupart des criminels sont pour la plupart des repris des justices. Sur ces mêmes chapitres sécuritaires, au nom du vice-premier ministre de la Défense nationale en mission, le vice-premier ministre de l'Économie a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Il a indiqué que la situation des opérations militaires durant la période concernée est marquée par de nombreuses attaques des agresseurs et la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à protéger nos populations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et par la poursuite de la traque de groupes armés en Ituri ainsi que dans les triangles formés par le Congo central, la ville-province de Kinshasa ainsi que la province du Grand Bandundu. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a présenté les tableaux épidémiologiques en RDC avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, les choléra et les Mpox. Pour ce qui est de la maladie à virus Ebola, depuis les débuts de l'épidémie jusqu'au 22 octobre 2025, les cumuls est de 64 cas, 54 cas confirmés, 11 probables, dont 45 décès, soit une létalité de 70%, une létalité parmi les confirmés de 64,1%. À ces jours, les cumuls des guerriers de 19 personnes et on compte 13 patients suspects dans les centres de traitement d'Ebola à Boulapé. S'agissant du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 41e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de cas. Dans la ville de Kinshasa, qui fait face à une résurgence épidémique de choléra depuis la 16e semaine épidémiologique, il a été notifié au cours de la 41e semaine 22 nouveaux cas suspects dont un décès. Quant au Mpox, par rapport à la semaine antérieure, la tendance à la 41e semaine est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas suspects de 679 à 608, soit une baisse de 10%. Note d'information relevant du secteur de la justice. Les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes de Sceaux a présenté au Conseil la note portant sur la réglementation des sceaux en République démocratique du Congo, rappelant les prescrits du décret numéro 16/015 du 21 avril 2016 qui réglemente l'usage, la fabrication et la reproduction des sceaux officiels de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir qu'il en existe de deux types de sceaux institutionnels. Le premier, le sceau de l'État, relevant exclusivement du président de la République avec les actes placés sous son régime, et les sceaux officiels comprenant la primature, les différents ministères, institutions et autres services publics dont les spécimens demeurent sous sa garde. Partant, le dit décret interdit de recourir aux fabricants des sceaux et autres producteurs non agréés afin de lutter contre la contrefaçon et la falsification de documents officiels punissables en vertu de l'article 21 du Code pénal congolais d'1 an à 15 ans de servitude pénale assortie d'une amende. C'est dans ces cadres que son ministère a depuis 2004 confié la fabrication des sceaux officiels au groupe Sanimetal avec comme sous-traitant la société Miracle SARL, tandis que le sceau de l'État a été produit par Exilis Electron Chanical Engineering and Design. Parmi les défis, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a souligné entre autres l'urgence d'uniformiser tous les sceaux avec la nouvelle nomenclature notamment du gouvernement afin de mettre fin à la confusion qui règne au sujet de l'utilisation des sceaux officiels et du sceau de l'État. Note d'information relevant du secteur de télécommunications, bouclant les chapitres relatifs aux points d'information. Le ministre de Postes et Télécommunications a informé les membres du Conseil au sujet de son projet d'organiser dans les jours qui viennent les états généraux des secteurs de poste et de la télécommunication. Ces secteurs, qui est les vecteurs du développement, est porteur de croissance économique pour son caractère transversal. Pour preuve, il est actuellement le deuxième pourvoyeur des recettes de l'État au trésor public. De l'état des lieux fait avec tous les acteurs du secteur, pour ce qui concerne spécifiquement la Poste, il y a entre autres nécessité de relancer la banque postale et de mettre fin
à la spoliation flagrante et l'occupation illégale des biens fonciers et immobiliers de la Société congolaise de postes et télécommunications. Pour ce qui est du secteur de la télécommunication, il y a nécessité de prendre des mesures incitatives à l'investissement privé pour une meilleure connectivité du territoire national. Tenant compte de ces contextes, l'organisation de ces États généraux s'impose pour lever des options et projeter les développements du secteur en vue de l'émergence de l'économie nationale. Il permettra de matérialiser notamment la vision du président de la République sur la réduction de la fracture numérique et les défis de la connectivité de tous les 145 territoires. Au vu du caractère transversal et d'évolution technologique, la Poste, comme les secteurs des télécoms, sont donc des moyens incontournables pour tous les secteurs de la vie nationale qui restent tributaires à la fois des infrastructures, des télécoms et des communications. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 63e réunion tenue le 17 octobre 2025. Au quatrième chapitre, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, dossier relevant du secteur de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis à l'examen du Conseil le dossier relatif à la situation carcérale dans les prisons et autres centres de détention. En effet, dans un contexte marqué par la montée de la criminalité, corrélée à la démographie galopante de la population carcérale et les manques criants des ressources et des infrastructures pénitentiaires, les systèmes pénitentiaires congolais accusent des graves insuffisances sur les droits des détenus et fait face à d'énormes défis dans sa mission de sécurité publique à travers la garde, la sécurité des personnes privées de leur liberté et leur insertion sociale. Ainsi, les dossiers présentés comprennent des études de faisabilité, incluant des éléments chiffrés des différentes propositions de solutions élaborées grâce au concours et à la collaboration des différents services du ministère de la Justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a précisé entre autres qu'il est appuyé et alimenté par des éléments factuels de ses missions d'inspection et de travail dès sa prise des fonctions dans les prisons et autres centres de détention, notamment celle de Makala, celle de Ndolo, les centres de détention de Luzumu, situés en province du Congo central, ainsi que les prisons et autres centres de détention dans le Grand Katanga. Partant de l'état des lieux qu'il a effectué, il a respectivement fait les points sur l'alimentation des détenus, la gestion des approvisionnements, les mesures urgentes des désengorgements, l'agenda sur la réforme pénitentiaire ainsi que sur les missions d'inspection. Face à ces tableaux, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté les mesures et actions à prendre à court, moyen et long terme pour rendre les maisons carcérales conformes aux normes. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 2 textes ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier concerne la prorogation de l'état de siège. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a donc présenté pour examen et adoption le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 novembre 2025. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet de décret. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a pour sa part soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant institution, modalités d'octroi et de gestion d'une bourse nationale dénommée Programme Excellencia RDC. Ces textes relèvent les questions d'institution et des objectifs du dit programme qui est placé sous son autorité. Il en établit aussi les principes ainsi que les modalités de gestion. S'agissant des conditions d'éligibilité, ces projets de décret précise que le programme Excellencia répond aux critères de nationalité congolaise, d'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 80% à l'examen d'État, les modalités
d'organisation du concours et d'octroi de la bourse y sont également reprises. Il prévoit aussi la possibilité d'envisager une délégation de services publics avec des organismes publics ou privés expérimentés dans ces domaines pour assurer une prise en charge efficiente du programme. Par ailleurs, ces textes identifient les sources de financement, à savoir les trésors publics suivant une ligne de crédit inscrite dans la loi des finances. Ils bénéficient également des diverses contributions sous forme notamment de dons, legs et subventions, ainsi que de toute autre ressource autorisée par la législation en vigueur. Il précise aussi que les bourses Excellencia seront orientées vers les priorités du pays et les filières stratégiques. Sa gestion se fera donc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est l'ordonnateur de crédit affecté à ces programmes. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets des décrets. Bien avant la clôture du Conseil de ministres de ce jour, la Première ministre chef du gouvernement a informé le membre du Conseil de la démission du ministre d'État, ministre de l'Industrie Aimé Boji, ainsi que de la prise d'acte qu'elle a effectuée. Commencée à 16h02, la réunion du Conseil de ministres est présidée à 18h.